Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aémon, le format club de lecture de La Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur Le Trône de Fer et George Martin. Ce soir, on va pas vous parler de House of the Dragon parce que c'est fini, donc si ça vous manque, n'hésitez pas à aller voir tous les replays de toutes les émissions qu'on a faites sur YouTube ou aller lire tous les articles de décryptage qu'on a pu vous faire sur le blog de La Garde de Nuit. Mais non, ce soir, on est là pour parler lecture, comme on fait tous les mois. Donc, si vous n'avez pas l'habitude et que vous tombez là-dessus par hasard, tous les mois, on lit des livres et on en discute en Twitch, puis en replay sur YouTube. Donc, moi, je suis John. Aujourd'hui, je suis avec Nymphadora Salut! et Yoda. Bonjour à toutes et tous. Et on vous parlera du troisième tome de la série Scholomance de Naomi Novik. Donc c'est un tome 3 effectivement, donc si vous n'avez pas lu les deux premiers tomes, je vous conseille d'aller les lire, puis d'aller voir les manuscrits de Mestre Aimon qu'on a fait dessus, puis de lire le tome 3, puis de revenir nous voir, vous allez voir. Ça va être bien, ça vaut le coup. Et, euh, et on va aussi vous faire des petites suggestions lecture, on fait ça à chaque fois quand on a quelque chose à vous suggérer. Et ce soir, je crois que Nympha, t'as quelque chose pour nous. Oui, et en plus j'ai quelque chose qui se lit assez vite puisque c'est une BD. Ça s'appelle Les Guerres de Lucas. Et en fait, globalement, c'est une biographie de George Lucas, donc le créateur de Star Wars. Et en fait, dans la BD, donc on suit la jeunesse de Lucas et ses premiers pas dans le cinéma qui le conduisent à faire le premier Star Wars. Donc à la fin de la BD, on a réalisé le premier film Star Wars et c'est un succès. Et donc on va suivre les guerres de Lucas face aux costards-cravates qui ne croient pas du tout à son projet, qui disent mais c'est un truc pour gosses, ça a l'air nul, je veux pas te donner de l'argent. Et à la base, je suis pas spécialement fan de Star Wars, donc je connais rien de particulier sur la conception des films. Je connais rien sur Lucas, mais vraiment j'ai trouvé la BD hyper intéressante. C'est très très bien construit et ça, c'est hyper accrocheur en fait, c'est hyper efficace. C'est raconté de telle façon qu'on a vraiment envie de savoir la suite, même si on sait évidemment qu'à la fin un film va exister. C'est suffisamment documenté pour que vraiment les étapes de la production et les soucis que Lucas a rencontrés soient on les vit quoi, on est dedans, on est à fond et c'est hyper intéressant, c'est hyper bien documenté, donc c'est la vraie vie quoi ça, et ça marche très très bien. Trop bien. Bah merci, Nympha. Avec Yoda, on n'a rien à vous recommander cette fois, donc Non. peut-être qu'on vous recommandera Scholomance, vous verrez, restez là, on vous dira tout à l'heure. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même vous dire quels sont les livres qu'on va lire en septembre. Comme ça, si vous voulez les lire pour pouvoir après venir en discuter avec nous, vous aurez le temps, s'ils vous intéressent. Donc le premier, qu'est-ce que c'est, Yoda? Dis-nous tout. Le premier, c'est Nous serons l'incendie de Jeanne Mariam Corrèze, qui vient tout juste de sortir au 14 août au Mouton électrique, donc il est tout neuf, vous pouvez y sauter dessus. Et on va le lire et en parler pour le 10 septembre. Donc très bientôt, donc dépêchez-vous de le lire si vous voulez en parler avec nous. Et c'est l'histoire d'un royaume qui est occupé par des envahisseurs, si on peut dire ça comme ça, et qui en fait résiste un petit peu à cet envahisseur, mais c'est à ce moment-là qu'il y a un incendie en fait qui arrive dans le royaume, et un très très gros incendie. Voilà, donc en fait tout le monde va un petit peu devoir s'allier pour lutter contre
cet incendie. C'était jusque-là. Voilà. Et donc, bon voilà, c'est une histoire qui a l'air plutôt sympa, avec des dragons. Donc c'est toujours cool les dragons, voilà. Donc si vous voulez une histoire avec des dragons, vous pouvez lire donc Nous serons l'incendie pour le 10 septembre sur cette même chaîne Twitch de Jeanne-Marième Corrèze. Et ça sera toi, moi et Willa. Si je dis pas de bêtises. Willa. Ouais. Et ensuite, en Willa. septembre, le 24 septembre, si je dis toujours pas de bêtises, on fera le premier tome des récits du Demi-Loup de Chloé Chevalier qui s'appelle Véridienne. Donc c'est un livre qui est sorti en 2015 mais qui a été réédité toujours par les Moutons Électriques assez récemment a priori, qui raconte l'histoire d'un royaume dans lequel des princesses, a priori, hein, je l'ai pas lu, mais ça a l'air d'être l'histoire de princesses qui vont devoir un peu essayer de comprendre. Il y a des choses a priori dans leur passé qu'il faut qu'elles comprennent. Il y a une histoire de suivante. Chaque princesse dans ce royaume a une suivante qui lui est attitrée. Et alors cette génération-là, de façon étrange aussi, il y a 3 suivantes au lieu de 2, donc il y a l'air d'y avoir un peu un mystère là-dessus. Il y a une guerre, il y a une histoire de guerre, il y a une histoire de prince qui revient. Donc ça a l'air d'être un mix un peu de fantasy avec des histoires de politique, des histoires un peu je sais pas si c'est de prophétie, mais en tout cas d'héritage et un peu de mystère. C'est en 4 tomes, et donc on va lire le tome 1, on vous dira si ça nous plaît. Et ça sera Shrodi, Namande et Corondar. Corondar. Voilà, merci. J'avais un trou. Donc voilà, ça c'est les 2 livres qu'on vous propose de lire avec nous en septembre. Et en attendant, on va donc quand même vous parler de Scholomance, donc du tome 3 de Scholomance, Les Enclaves Dorées. On a fait du coup les 2 premiers tomes avec Yoda. Nympha, du coup, toi, Oui. rapidement, qu'est-ce que c'est ton vécu de Scholomance, disons? Et ben du coup, je les ai lus en fin d'année dernière. Et j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Et du coup, là, c'était la super occasion pour lire le 3e tome et enfin finir une saga. Donc déjà, j'étais très contente parce que c'est toujours un accomplissement de finir une saga. Toujours une grande réussite et un grand soulagement de yes. C'est fini. Et bon, en plus, ça finit. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la fin aussi, donc c'est très cool. J'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes. L'atmosphère de Scholomance m'avait complètement emportée. Vraiment, j'étais assez fan de l'univers et du système de magie et tout. L'héroïne Galadriel, elle est parfaite. Elle est tellement pince sans rire. Elle est vraiment super drôle et en plus hyper attachante en même temps. C'est pas juste l'héroïne badass et pince sans rire. Elle a en plus beaucoup de failles. On s'attache énormément à elle. On est hyper heureux de la voir heureuse, de la voir s'ouvrir aux autres. Vraiment, elle est super chouette. Et donc vraiment, ouais, j'ai vraiment kiffé les 2 premiers tomes. En plus, les 2 premiers tomes sont assez différents l'un de l'autre. Le premier tome, c'est vraiment la découverte de Scholomance et on se perd un peu dans les travées. Mais au tout début, on est un peu perdu dans tout ce vocabulaire parce qu'on est vraiment mis in media res et on comprend pas très bien ce qui se passe. Donc on commence à découvrir un peu les éléments bribe par bribe. Donc c'est assez rigolo. Le 2e tome, du coup, c'est plus fluide. On a moins de découvertes du coup, mais il y a d'autres. Il y a quand même des énormes enjeux dans le tome aussi. Et la fin m'avait beaucoup surprise parce que moi je m'attendais pas du tout
à ce qui se passe à la fin. Je m'attendais. Est-ce qu'on spoil? Comment on fait? Je pense que comme on est sur un tome 3, Sur un tome on peut 3, peut-être je pense qu'on supposer Tu peux peut, spoiler le 2. on peut spoiler les deux ouais. premiers tomes, oui. Attention, si vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes, Nanfa va vous spoiler la fin du tome 2 et ça vaut le coup de pas être spoilé. Ouais. Et donc ouais, j'avais été très très surprise parce que moi je m'attendais à ce qu'on reste à la Scholomance pendant les 3 tomes. Je me disais Dark Academia, Scholomance, tout ça. Bon comment ça se fait qu'on détruise la Scholomance à la fin du tome 2? Donc, alors du coup, je vous ai réécouté sur ce que vous avez dit du tome 2 tout à l'heure. Donc, vous étiez pas tous d'accord. Notamment Yoda, tu pensais que Orion était resté et que elle allait chercher Orion. Et Jonjon, toi, tu pensais que Orion était juste sorti lui aussi. Donc c'est Yoda qui a raison. C'est Yoda qui a raison. Mais et moi j'étais aussi du coup j'étais aussi comme Yoda dans ce que je pensais qui allait arriver parce que moi aussi j'avais compris que Orion était resté là et que du coup il allait falloir retourner dans la Scholomance. Mais finalement il se passe vachement plus de choses que ça dans le tome 3. Je m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de choses. Et j'ai trouvé ça très 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 chouette aussi. Je trouvais que le tome réussit à clôturer toutes les pistes narratives qui avaient été ouvertes pour tout bien finaliser. C'est très 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 satisfaisant. Alors en termes de rythme, il y a des trucs où c'est un peu. Enfin, il y a un petit côté un peu où t'as un peu l'impression que l'intrigue commence vraiment à la moitié du tome, du coup. Donc ça m'a un peu moins plu, mais dans l'ensemble, j'ai quand même surkiffé cette saga. Je trouve que vraiment c'est super à lire, quoi. Je me suis enfilé les 3 tomes et elle est géniale. Et donc voilà. Pour l'ensemble de l'œuvre de la saga, je lui décerne donc les petits cœurs. Les petits cœurs. Super. Yoda, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce tome 3 du coup? Moi j'ai eu du mal à y rentrer dedans en fait par rapport aux 2 premiers tomes où j'étais vraiment à fond, où j'aimais beaucoup l'école. Moi aussi c'était pour moi c'était un personnage en fait à part entière. Il y avait plus l'école et ça m'a un peu manqué là. Et puis surtout c'est un peu long à redémarrer. Ce qui en soi se comprend, ouais, c'est normal. Elle sort de l'école, il faut qu'elle se réadapte un petit peu avant de se relancer dans quelque chose. C'est normal. Mais du coup, j'ai mis un petit peu de temps à me relancer dedans. Elle fait quand même plusieurs arrêts avant que vraiment l'intrigue se relance pour de bon. Et du coup, j'ai eu un petit peu plus de mal. À partir du milieu du tome, par contre, c'était super cool. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas empêché que même dans la première partie, les personnages, je les ai toujours beaucoup aimés. J'ai beaucoup aimé leur évolution aussi. Des persos qu'on connaissait déjà et qu'on revoit un petit peu sous un autre angle, des persos qui se développent, des choses comme ça. Vraiment, c'était super cool. J'ai beaucoup aimé donc la deuxième partie. J'ai beaucoup aimé la conclusion, vraiment. Je trouve que ça se conclut très très bien comme saga. Et du coup, mais moi c'est que sur ce tome-là, j'ai mis un smiley content. Parce qu'il y avait quand même cette première partie qui pour moi était un petit peu moins emballante, quoi, si on veut, voilà. Donc c'est pour ça, je suis restée sur un smiley quand même très content, ouais. C'est pas non plus, c'est pas les smileys qui boudent, c'est mignon quand même. Mais voilà, j'avais préféré les 2 premiers, celui-là a mis plus de temps pour moi pour se lancer. Voilà. Et pour toi, John? Moi j'ai bien aimé. Moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Effectivement, en fait c'est un peu ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque tome est quand même très différent dans son rythme, dans ses enjeux. Et donc là, mais c'est un peu ce qu'on s'était demandé à la fin du tome 2, c'est-à-dire que là on sort. Donc il y a des enjeux qui sont complètement différents, qui sont à une autre échelle. Et malgré tout, c'était quand même bien relié. Je suis d'accord aussi quand vous dites ça, c'est très bien ficelé. C'est-à-dire que tout se tient.
En particulier tous les détails sur lesquels on s'était un peu dit ah bon, ça on voit pas trop où ça va, que ce soit la prophétie, on sait pas trop où ça va, l'alerte de la mère de Galadriel à propos de Orion, on savait pas trop d'où ça sortait, où ça allait, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on a même pas forcément toutes les réponses tout de suite, mais au fur et à mesure du livre, il y a tout qui se met bien en place, et donc c'est assez satisfaisant. Et du coup, et même le début, moi ça m'a pas trop dérangé. Galadriel qui fait du tourisme, qui va un peu partout. Je me suis un peu posé la question sur son bilan carbone sur ce tome, parce que vraiment elle passe sa vie dans l'avion, mais, mais j'ai trouvé ça bien fait. J'ai trouvé que ça restait très sympathique. Moi, c'est clair que c'est une série que je pourrais recommander sans aucun problème à tout le monde, en tout cas. Et, et voilà, alors c'est probablement le premier tome mon préféré quand même. Mais oui, j'ai bien aimé. Je lui ai mis les petits cœurs aussi. Je trouve qu'il a mérité ses petits cœurs. Et malgré quelques points un peu moins parfaits, euh, au global, j'ai bien aimé. Voilà pour les avis généraux. Après, on peut parler des. Est-ce que vous en dégagez des points forts? Qu'est-ce que vous dégageriez en points forts sur le livre? Sur le livre. Est-ce qu'on va retomber sur les mêmes points forts qu'à chaque tome? À mon avis, c'est possible, mais quelqu'un a un point fort? Parce que sinon, moi, je continue. Hein, Ouais. Pour moi, le point fort, ça reste les personnages. Hein. Ouais. De toute façon, enfin, la construction des personnages, elle est aux petits oignons, quoi. Que ce soit elle, que ce soit Orion, même si on le voit moins, que ce soit les copines de elle et tout. Enfin, les personnages, ils sont super bien. On adore les suivre. Voilà, moi, c'est vraiment le truc qui m'a plu dans la saga, c'est les personnages. Donc, Et même, ouais, je suis d'accord. Même tous les personnages secondaires, en fait, je trouve, sont Ouais. tous très bien écrits de manière à être. Dès qu'ils sont introduits, en fait, ils sont tout de suite assez attachants. Moi, je suis assez content parce que autant sur tout ce qui est scénario, je pense que j'ai pas réécouté moi ce qu'on disait à la fin du tome 2, mais je pense que j'étais effectivement plutôt à la ramasse sur la plupart de mes suppositions. Mais par contre, sur les personnages qui commençaient à être introduits et que j'aimais bien, je pense que j'avais pas trop tort. J'ai été très content, moi, au début du tome, de voir Alfie qui prend de l'importance. Alors, pas sur tout le tome, mais sur le début du tome, en tout cas, on le revoit. Et je sais que dans le tome 2, je l'avais repéré. J'avais dit, lui, il a l'air bien. Et Liselle, que je trouve vraiment une des grosses découvertes du tome 2/tome 3, et qui prend vraiment toute sa place dans ce tome, et qui est vraiment un personnage extrêmement intéressant, je trouve, et extrêmement attachant, et extrêmement ouais, dans son style qui pourrait être désagréable, ou qui pourrait être un peu cliché. Je trouve qu'elle est vraiment très réussie. C'est ça, en fait, c'est des personnages qui sont pas du tout clichés. Vas-y. Elle est très cohérente, quoi. Ouais, en fait, il y en a aucun qui est cliché. Ils sont tous, ils pourraient tous rentrer dans des cases, mais en fait, il y a beaucoup de couches supplémentaires, et ça les rend hyper attachants tous les uns à la suite des autres. C'est vraiment super cool. Même en soi, les personnages. On spoil ou pas? Du coup. Je pense qu'on peut dire qu'on spoil, y compris le tome 3, si ça nous arrange.
Ok, voilà, non, c'est bon. Voilà. Oui, bah du coup, la mère d'Orion, voilà. Qui n'est pas du tout sympathique. Merci beaucoup. Ouais. Elle est très méchante, elle est pas gentille, tout ce qu'on veut en fait. Mais en soi, elle est cohérente avec elle-même en fait. Elle avait son plan. Qui était pas, enfin, qui était affreux. Créer son fils pour pouvoir faire tomber tout le système, c'était quand même assez affreux. Mais en fait, tu peux éventuellement, en fait, comprendre son cheminement de pensée à elle, en fait. Ce qu'elle a voulu faire, pourquoi elle a voulu le faire, et comment elle en est arrivée à ce point-là, en fait. Et donc, c'est ça que j'ai bien aimé avec ces personnages, y compris, en fait, même ceux qu'on n'aimait pas. Enfin, je veux dire, l'arrière-grand-mère, je pense que j'ai passé 2 tomes à la détester, avec sa prophétie, jusque-là. Et puis, pour finalement me dire que oui, alors c'était pas cool ce qu'elle a dit à son arrière-petite-fille. Enfin, sur le moment, elle lui a quand même vraiment pourri la vie. Euh, mais c'était ce qu'elle pensait être le mieux à faire à ce moment-là, et elle l'a vraiment fait dans cet objectif-là, que ça servirait et que c'était le mieux par rapport à toutes les solutions qu'elle avait en fait, quoi. Et donc c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que ces personnages-là, donc ceux qu'on aimait bien, bon voilà, évidemment quand on aime bien un personnage, c'est facile de bien l'aimer en fait. Mais même ceux qu'on n'aimait pas ou qu'on n'aime pas, en fait, sont très cohérents, ont une certaine logique, ont pas des plans ridicules en fait. Voilà quoi. C'est pas un truc qui sort de n'importe où. Tu te dis pas, ouais, bon, il veut détruire le monde, mais en fait, je comprends rien. Et non, ça marche en fait ce qu'elle raconte, quoi. C'est logique. On n'est pas d'accord avec eux, pas forcément d'accord avec ce qu'ils veulent faire, mais c'est des personnages très cohérents. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Bah, et c'est marrant parce qu'en plus, c'est toujours très logique et en même temps, les deux que tu as cités en particulier, à chaque fois, c'est des surprises. Enfin, moi, déjà, je trouve que le moment où on rencontre Ophélia, je sais pas vous, mais personnellement, je m'attendais pas du tout à ce que la mère d'Orion, ça soit cette En espèce plus. d'énorme Mm. maléficeur surpuissante, ultra méchante, etc., et qui fait super peur à elle, etc. J'étais là genre, waouh, j'avais pas vu venir ça, et en même temps, ça Non marche. plus. Enfin, c'est dans la logique interne de l'univers, en fait, c'est ultra logique. Tu te dis presque, ah oui, en fait, si j'y avais réfléchi, j'aurais presque pu m'en douter. Et Dipty, c'est pareil, c'est Dipty qu'elle s'appelle, l'arrière-grand-mère. Euh, Ouais. Oui. c'est la scène où elle te dit, bon, bah, c'était horrible, mais j'ai pris cette décision. C'est assez tragique en plus, ce personnage de voyante qui, Mm. qui étudie les possibilités et qui se dit, bon, bah là, je vais être obligé de faire du mal à ces personnes-là parce que en fait, c'est la meilleure solution, et qui prend la responsabilité sur elle de faire ça. Je trouvais ça super fort comme. Et puis même en termes de Elle sacrifie prophétie, de façon. son fils, quoi. Voilà, c'est. Ouais. Et puis, ouais, en fait, en termes de prophétie, souvent c'est casse-gueule de se servir d'une prophétie dans un livre. Là, c'est vraiment ultra satisfaisant, en fait, intellectuellement. Il y a tout qui colle bien, et ça marche. On a eu cette prophétie du premier tome au dernier tome. On comprend d'où elle vient, on comprend comment elle impacte les personnages. Tout en étant effectivement une vraie vision du futur. Enfin, c'est pile ce que j'aime moi en tant que utilisation des prophéties dans les récits, quoi. Je trouve que c'est fait avec énormément d'intelligence, Ouais, c'est pas une et c'est prophétie super subie. satisfaisant, quoi. Ouais, elle est pas subie, enfin pas par la personne qui l'a dit en tout cas, mais c'est un mix entre prophétie autoréalisatrice, mais un peu volontairement. C'était super bien, et c'est un peu ce que dit Pif Pif sur le chat. Il nous dit, point fort spécifique du tome 3, que tous les points mystérieux des 2 premiers tomes trouvent bien une réponse et que certaines réponses sont plutôt stylées. C'est en grande partie cette prophétie dont on se demandait jusque-là, bon, mais d'où elle sort, machin. Et le moment où tu comprends, moi je pense que j'ai vraiment eu un tilt. Je sais pas vous, moi ça a fait tilt au moment où elle voit Liu en train de se faire écraser
dans son truc là. Et à ce moment-là, en plus c'est très bien tombé, c'était un moment où il fallait que j'arrête de lire, mais du coup mon cerveau a pu faire son tilt tout seul. Et je me suis dit, mais attends, donc là en fait pour faire leurs enclaves, ils font les momos là. Et du coup, en fait, c'est quand elle tue les momos que c'est elle, la sorcereur mystère, qui détruit les enclaves. Et donc en fait, c'était ça la prophétie. Effectivement, elle est bien en train, enfin la prophétie est bien en train de s'accomplir, elle est bien en train de mettre de la destruction, d'apporter la destruction à toutes les enclaves, mais c'est en tuant les machins. Et donc en fait, et t'as tout le cheminement qui se fait, et tout qui se met à bien marcher, même les trucs un peu. Enfin, on commence à en entendre parler dès le tome 1 de Bangkok qui s'est fait détruire. Et donc enfin, tu dis, mais en fait, depuis le tome 1, il y avait ce Momos qu'elle a détruit, ça a fait le Bangkok dont on commence à nous parler, tu t'en fiches un peu, les trucs, tout qui s'est enchaîné. Et ouais, c'est super satisfaisant quand je trouve, quand t'as ce genre de sensation, quand tu lis un livre où tout d'un coup, ton cerveau rembobine tout et dit, ah, mais tout ça, c'était ça, et ça marchait, et donc ça veut dire que ça veut dire que ça. Euh, Voilà, j'ai vachement aimé ce passage du coup. Oui, le moment où on comprend que c'est le fait qu'elle tue les gueules béantes qui fait écrouler les enclaves, j'ai fait waouh. Vraiment, et pour le coup, je l'avais pas vu venir du tout. Je pense qu'elle l'a compris avant moi. Donc voilà, j'ai waouh, ouais, quand même, c'est pas mal quoi. Enfin, c'était bien construit et très très Ouais. logique finalement, puisqu'à chaque fois qu'elle a tué une gueule béante, en effet, on avait une enclave qui se détruisait. Mais comme ils avaient ce décalage dans l'école, en plus de l'apprendre que bien plus tard, bah, évidemment que forcément tu fais pas le lien de suite. Enfin, voilà. Oui, Ah ouais, mais c'est super en fait, quoi. Enfin, et en effet, c'est elle qui va détruire les enclaves. Enfin, ouais. Et j'ai été contente d'être vraiment surprise parce que ça aurait pu être un truc un peu bateau, un truc qu'on voyait venir. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais absolument pas vu venir, quoi. D'accord, je vois rarement venir les trucs. Mais là, j'ai fait ah, mais ouais. Et c'était très logique. Et en effet, après, tu te dis, ah oui, alors ça, là, à ce moment-là, ça a entraîné du coup dans le tome 2, quand la petite elle arrive et qu'elle dit qu'elle a plus son enclave, c'était à cause de ça. Et après, quand ils détruisent la grosse, c'est cette enclave-là qui tombe. Ok, c'est, ça marche. Et ça marche, ça colle très bien. mm. Moi ça m'a un peu fait. J'avoue que j'ai un peu bugué pendant un moment parce que du coup je cherchais les enclaves qui seraient tombées quand Patience et Fortitude se sont fait squeak. Donc j'étais là genre, mais attends, mais du coup il en manque. Qu'est-ce qui se passe, machin. Et Ouais. avant de réaliser qu'en fait les gueules béantes en français, c'est ça? Les gueules béantes étaient pas, Oui. enfin ces gueules béantes là étaient pas mortes vu qu'elles avaient été assimilées par d'autres gueules béantes, et que du coup en fait ça compte pas comme mourir parce que t'es juste en train d'être digéré pour l'éternité. Mais du coup j'avoue que j'ai eu des mots où j'étais genre, attends, mais il m'en manque, je comprends plus, qu'est-ce qui se passe. Mais mais voilà. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'au-delà de personnages que j'ai beaucoup aimés, l'intrigue est aussi excellente. Voilà, donc ce livre est très bien. Oui, t'as ça, et t'as l'autre compréhension, enfin l'autre truc sur lequel on se posait des questions, c'était pourquoi est-ce que la mère de Galadriel la prévient contre Orion? Où là on dirait genre, mais Orion quand même, il est quand même très gentil ce garçon, etc. Et donc pareil, quand tu commences à comprendre l'espèce de maléfice interne, enfin la nature interne d'Orion, bah ça t'explique aussi ça, quoi. Même si, alors, il y a encore Pif Pif qui dans le chat nous dit, n'hésitez pas à faire un récap du plan de la mer d'Orion. C'est pas ce qui était le plus clair de tout le livre, j'ai trouvé. Je sais pas si une de vous veut s'atteler à récapituler ça et à expliciter ça. Moi, j'avoue que j'ai pas été tout le temps très au clair sur, mais en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle voulait.
Pour moi, son plan ultime, c'était d'avoir une gueule béante qui soit à ses ordres. Et pour ça, elle en a fait son fils. Ou elle a fait de son fils une gueule béante. Enfin, l'œuf ou la poule. Et en gros, donc, pour faire ça, elle a tué toute une année d'étudiants de la Scholomance pour récupérer le Malia. Elle a créé une mini gueule béante qui a mangé son fœtus. Mais comme la gueule béante était toute petite, après, elle a ressorti le fœtus et le fœtus a mangé la gueule béante, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Du coup, Orion était une gueule béante depuis le début, mais était aussi un humain. Donc, elle a créé son outil ultime, et c'est pour ça que du coup, Orion avait des facilités à tuer tout ce qui bougeait, et qu'il avait cette capacité, quand il tuait, à récupérer du mana pour tout le monde. Alors que les autres, non. Ouais. Et c'était aussi hyper satisfaisant de comprendre que Galadriel, elle est aussi d'une certaine manière créée en miroir de ça, parce que comme il faut un équilibre dans le monde de la magie, puisque Orion avait cette espèce de super pouvoir du mal, elle a le super pouvoir de tuer les Momoth pour pouvoir équilibrer la chose. Et pareil, ça aussi, parce que tu te demandes à des moments, mais comment ça se fait que cette meuf, elle ait autant de pouvoir, parce qu'elle est vraiment meilleure que tout le monde. Et c'est pareil, ça a aussi un côté très satisfaisant, parce que c'est expliqué dans l'univers. C'est pas juste c'est parce que voilà, j'ai décidé, je suis l'autrice et j'ai décidé qu'elle était super forte. Non, il y a une vraie raison scénaristique. Oui, une des règles de base qu'on nous donne depuis le début, en plus, leur histoire de balance. Mais en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que sur Ophélia, pour moi, elle voulait. Il y a quand même un moment où elle explique que, oui, alors, elle voulait son propre Momos, mais que c'était. Pour moi, elle le justifie un peu à un moment en disant que comme ça, elle va assurer la stabilité et qu'elle veut quand même protéger des gens. Enfin, elle a l'air d'avoir un peu une espèce de justification pseudo-morale de. Oui, et pareil, leur histoire de la Scholomance, là, donc parce qu'à la fin, ils se battent pour la Scholomance, et elle veut garder la Scholomance pour continuer à y envoyer les enfants. À y envoyer les enfants, ouais. Mais les autres, ils veulent détruire la Scholomance parce qu'ils veulent plus donner leur mana. Et elle voulait. C'est-à-dire que pour les autres, elle va plus servir la Scholomance. Tandis que, en fait, Ophélia, elle a compris, et dans le fond, je pense qu'elle a pas tort, en fait, que ils vont avoir très vite besoin de renvoyer les enfants. Parce que très vite, en fait, il va y avoir des maléficients à l'extérieur qui vont attaquer leurs enfants assez rapidement. Parce que l'équilibre va. Oui, parce que les sorciers ont créé, en fait, à chaque fois qu'ils prennent du Malia, quoi. À chaque fois qu'ils prennent du Malia, mais en fait, et pour elle, le Malia se crée même sur des petits gestes, en fait. Pour la plupart des sorciers, c'est un peu naturel, en fait, un peu de tricher, entre guillemets, en fait, de se servir un petit peu à droite, un petit peu à gauche, comme ils faisaient beaucoup à l'école, en fait, d'après ce que je me souviens. Par exemple, ils se servaient du bois de leur lit, en fait, pour aspirer un petit peu de mana. Et pour Ophélia, en fait, c'est du Malia, en fait, parce que finalement, ils se servent quand même à la marge, en fait, ils se servent tout le temps, en fait, un petit peu un petit insecte qui passe, un petit truc à droite, un petit truc à gauche, ce qui, pour la plupart des sorciers, en fait, n'est pas très important. Parce que tu vires pas maléficient en allant dézinguer une pâquerette, quoi. Oui, mais en fait, tu crées un malais, tu crées un maléficient, tu crées un malais en même. Tu le fais quand même un petit peu. Et du coup, en fait, le fait que t'aies plus cet équilibre parce qu'il y a trop de personnes, en fait, trop de sorciers finalement, va faire que eux-mêmes vont créer plus de Malia
Voilà. Mm. Et donc, elle pense que très rapidement, ils vont réavoir besoin de l'école et c'est pour ça qu'elle veut garder l'école ouverte pour que dans 15-20 ans, en fait, elle soit encore disponible, encore là, en fait. Alors que pour les autres petites enclaves, en fait, c'est pas la peine de la garder parce que eux pensent qu'il y en a au moins pour un siècle, en fait, avant qu'il n'y en ait plus besoin, comme le pensait d'ailleurs elle et puis ses copines, en fait. Mm. Mais ce qui est marrant, c'est que sur ça, tu te dis, bah, en fait, elle a clairement l'air d'avoir raison, quoi. Enfin, tu te dis, bah, les autres, elles veulent juste protéger leur mana, elles veulent plus payer pour l'école, et elles vont déclencher la guerre pour ça. Mais parce qu'en fait, tu as un espèce de secret magique aussi qui explique que les gens ne savent pas que en faisant, en n'étant pas strict mana, ils créent des malais eux-mêmes. Donc, puisque les gens ne le savent pas, ou alors que ceux qui le savent en ont rien à faire, parce que c'est pas chez eux et que donc du coup globalement ils s'en foutent d'avoir lancé un espèce de petit rat maléfique dans la nature qui va attaquer les gosses des pauvres qui n'ont pas d'enclave, du coup, ça fait que tout le monde s'encarre et que du coup, il y a très peu de gens strict mana. Mm. Et puis il y a aussi tout ce secret en fait finalement aussi autour de la création des enclaves, où en fait les gens ne veulent pas savoir, ne peuvent pas savoir comment elles sont créées en fait aussi. Ça, c'était horrible, hein. Quand même. Un petit peu, oui. Ouais. un, peu- Mais un petit peu. c'est Le fait qu'en plus il faille quelqu'un qui soit vraiment de strict mana, c'est ça. Je fais, ok. Ah ouais. ouais, c'est vraiment l'agneau sacrificiel, quoi. C'est. Mm. Mais c'est marrant Celui parce qui ne fait littéralement pas de mal à une mouche. ouais, c'est lui qui va servir à tout leur tenir. Mais c'est marrant parce que du Voilà. coup, je trouve qu'un des gros thèmes des livres, c'est quand même, enfin, il y a quand même une grosse réflexion sur l'égoïsme en fait, sur le côté très perso et très égoïste. Et c'est même pas, enfin, c'est un peu condamné, mais c'est même pas complète. C'est toujours un peu compris en quelque sorte. C'est-à-dire que Galadriel, à chaque fois, elle dit ouais, ça me saoule, c'est tous une bande de gros bâtards globalement. Et en même temps, elle les comprend. Elle dit bah oui, mais en même temps, si t'as le choix entre bah mourir ou laisser tes enfants mourir, ou bien avoir un moyen de les protéger, mais bah les enfants des autres vont mourir. Tu dis bah ok, pourquoi ça serait mes enfants qui mourraient alors que eux, de toute façon, les autres. Et ce côté un peu pervers de bah oui, mais les autres ils vont le faire, donc du coup mes enfants ils vont mourir, donc en fait il faut que moi je le fasse parce que sinon eux machin. Et un peu tout ce cercle vicieux de. Et avec un peu ça reste un peu une question ouverte en plus à la fin de bah comment on fait en fait dans une société où tu te dis que forcément il y a d'autres gens qui vont faire le mauvais choix, entre guillemets, le choix immoral, et que du coup ça va un peu être toi le dindon de la farce, et du coup bah pourquoi ça serait toi le dindon de la farce, et pourquoi c'est pas toi qui ferais le choix immoral, etc. Et que tout va de mal en pis à chaque fois, quoi. Un peu cool du coup que finalement ils remettent un petit peu tout l'espoir un peu dans leur futur sur ces ados enfants qui finalement sont les derniers à être sortis de la scholomance et qui ont tous réussi à s'en sortir en finalement en s'aidant vraiment en y mettant en s'y mettant tous ensemble alors que les autres s'en sont sortis aussi ils sont quand même tous sortis de la scholomance, ce qui est déjà pas mal, mais les autres s'en sont plutôt sortis égoïstement finalement, comme c'était le cas pour tous les autres. On va pas, personne ne va pas leur jeter la pierre d'avoir fait ce qu'ils pouvaient pour sortir de cet enfer, quoi. Et c'est pas non plus. Mais voilà, les autres ont réussi à tous s'en sortir et du coup, ils ont quand même un petit peu cet espoir qu'ils puissent réussir ensemble à faire quelque chose. Oui, ils ont vu que ça pouvait marcher. C'était un peu déjà le message à la fin du tome 2 pour quand ils graduate, voilà, quand ils sortent de l'école, et où ils avaient eu cette réflexion à un moment où ils avaient dit, ben en fait, il faut que 100% des gens le fassent et participent parce que sinon ça marche pas, quoi. Ça marche que si vraiment Exactement. tout le monde le fait et tout le monde se soutient. Et dans ce cas-là, effectivement, ça marche, quoi.
Donc du coup, ouais, cette nouvelle génération porteuse d'espoir Ouh, et d'optimisme. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses sur les points forts ou est-ce que vous avez des points faibles? Plutôt un peu des critiques. Ok, un peu des pour moi, critiques. c'était un petit peu ce que j'avais dit. Voilà, bon, c'est une critique, mais j'ai trouvé que ça mettait quand même pas mal de temps à se relancer. En début de tome, surtout pour le coup bon après ça s'explique, mais moi j'avais un peu de mal à voir, finalement où est-ce qu'elle essayait d'en venir. Elle passait le temps avec un petit peu de temps avec sa mère, OK, c'était cool. Après elle partait à Londres parce qu'ils avaient besoin d'aide, donc OK, c'était cool. Elle le tue, la gueule béante, hop, voilà. Elle part, à New York, machin. Je me suis dit: «Putain mais, parce qu'elle va aller chercher Orion». Moi, j'attendais que ça, puisque c'était mon objectif de la fin de tome 2. Je t'ai dit, elle va aller chercher Orion. Ça met quand même du temps un petit peu à se lancer. Et j'ai trouvé que du coup, peut-être parce que si je les ai enchaînés, les autres personnes avaient du temps entre la sortie du tome 2 et la sortie du tome 3, ils attendaient. Moi, j'étais sur ma lancée du tome 2 et je pensais que presque de suite, en fait, on allait enchaîner, tuc, 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 et bon, bah, ça n'a pas enchaîné. Et du coup, quand même, ça met un petit peu de temps à démarrer pour moi. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis des petits cœurs dans tous les sens, hein, mais c'était ma petite critique de ce tome 3. Ouais, moi je te rejoins. Je trouve que y a un problème de rythme qui. C'est pas qu'on tourne en rond, mais c'est qu'on a un peu de mal à voir où on va. Et voilà, alors hop, on va à Londres. Ah, mais alors attends, finalement on va à New York. Ah, attends, on va au Portugal. Enfin, c'est un petit côté un peu catanex de jeu vidéo, quoi. Avant de lancer la vraie histoire. Et du coup, pareil, j'ai trouvé que ça mettait un peu de temps à démarrer. Et pourtant, moi, je les ai pas enchaînés. Donc, bon. Ouais, après, ça se comprend, hein, parce qu'effectivement, il faut qu'elle se remette de la scolomance, qu'elle se remette du deuil de Orion, qu'après, elle comprenne que finalement, peut-être Orion, il est pas mort, que, enfin, voilà, c'est normal, le process prend du temps, mais peut-être qu'il prend un poil trop de temps, quoi. Elle aurait peut-être pu un peu abréger toute cette période, toute cette première partie pour attaquer un peu plus vite. Mm. Ça fait toujours partie un peu des trucs difficiles dans les livres, je trouve, la gestion du deuil ou du trauma, parce que il faut à la fois, pour que tes personnages soient crédibles, tu peux pas juste le dire ah ok, il s'est passé ça de traumatisant, bon bah allez, on passe à la suite, on continue l'aventure. Et en même temps, il faut pas que ça soit trop long et trop lent, parce que sinon les lecteurs et les lectrices que nous sommes, eh bah on s'ennuie, on veut de l'aventure. Euh, donc je trouve, moi ça m'a pas trop dérangé parce que j'ai lu des trucs pires que ça. Du coup j'ai trouvé que ça allait. Et en plus effectivement il y a le côté quête annexe. Je suis d'accord, et en même temps il y a quand même une logique, j'ai trouvé, dans le sens où bah effectivement elle a pas les infos. Et alors oui, en fait elle tombe un peu dessus par hasard, c'est-à-dire qu'elle se laisse porter en sortant de la Scolomance, elle se laisse un peu porter par Liesel qui vient la chercher et qui lui dit bah viens faire ci, viens faire ça, on a besoin de toi. Et en faisant ça, elle tombe sur des infos qui lui font se dire mais attends, en fait une fois que le truc est parti dans le void, on peut encore y aller, mais attends, du coup peut-être que Orion il est toujours là, et du coup j'ai allé voir ça, et du coup ah mais attends, mais au passage j'ai tué une gueule béante et ça a foutu le bordel partout. Et du coup elle comprend et il y a un peu tout qui se déclenche au fur et à mesure. Je pense que moi j'ai trouvé que ça faisait partie des choses qui étaient satisfaisantes à la fin, et qui du coup compensaient le fait qu'au début tu te demandes un peu qu'est-ce qu'elle va faire son tour du monde, quoi. Ouais, ouais, non, clairement, à la fin, c'est hyper cohérent, hein. De toute manière, ouais, toute cette saga est ultra cohérente. Elle est super bien pensée, hein, Euh, Moi, en point faible, alors,
moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments, plus dans ce tome que dans les deux premiers, où c'était un peu compliqué, un peu complexe de suivre euh, pas forcément ce qui se passait, mais ouais, c'est un peu ce que je disais avec Ophélia, de suivre un peu les enjeux ou les raisonnements. Alors, pas sur les trucs principaux, c'est-à-dire que typiquement la prophétie c'est ultra clair. Euh, mais oui, les raisons pour lesquelles les gens se font la guerre ou les... Ouais, je sais pas. J'ai été un peu perdu parfois surtout sur Ophélia en fait, je pense. Sur qu'est-ce qu'elle voulait en fait. Sur pourquoi elle fait exactement ce qu'elle fait. Je trouvais que c'était pas toujours le plus clair, mais c'est peut-être moi qui est un peu bugué sur ça. Ça vous a pas choqué? Pour moi, de manière générale, je trouve que la clarté n'a jamais été totalement la qualité des deux tomes d'avant non plus. Enfin, moi, je me rappelle du premier tome où j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce que... Et donc, du coup, pour moi, c'est une saga où il faut un minimum s'accrocher et allumer ses neurones pour comprendre ce qui se passe. Donc, du coup, ça m'a pas plus surprise que ça. Et donc, j'ai allumé mes neurones pour comprendre ce qui se passait, quoi. Mais... Tu n'as pas allumé tes neurones. J'ai mis trop longtemps à allumer mes neurones. Si, je les ai allumés. C'est ça, à ce moment-là, tu devais les avoir éteintes, t'étais trop fatigué. Non, mais en gros, il y a plusieurs moments où j'ai quand même dû relire les scènes en me disant, ok, donc là, elle a expliqué son truc, je vais relire, pour être sûr d'avoir bien compris, parce qu'après tu le sens, les moments un peu importants qui t'expliquent des choses. Mais oui, c'est peut-être mes neurones qui étaient fatigués cette semaine, parce que pareil, Je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça pire que dans le tome 2, au moment où ils expliquent tout le plan pour me foutre le Scholomance dans le Void et tout. Ou pareil, qu'est-ce qu'il raconte, quoi. Et pareil, dans le tome 1, où t'as des moments... quoi. Donc, pour moi, c'est pas pire que dans les autres tomes, quoi. Ok, moi ça me l'avait moins fait dans les autres tomes, mais oui, peut-être. Ouais. Et pareil, là sur celui-là, il y a eu aussi des moments, mais j'étais peut-être fatigué cette semaine. Il y a eu des moments où sur les descriptions, j'étais un peu perdu aussi, pour me projeter en fait, dans les enclaves. On visite plein d'enclaves qui ont chacune un peu leur style et leur truc, et à chaque fois, c'est des trucs magiques qui tournicotent et qui en plus grandissent ou rapetissent en fonction de ce dont tu as besoin, et puis qui volent de la place dans les appartements abandonnés qui sont autour pour refaire de la place dans le jardin, mais que du coup, il y a des moments où j'étais, attends, quoi? Pareil, où j'ai dû relire les passages en me disant, ok, concentre-toi, qu'est-ce qui se passe? Donc ça fait cette ambiance un peu magique, tu ressens bien l'ambiance un peu magique, onirique de même eux parfois ils auront, en tout cas même Gadriel parfois elle t'explique que en fait on sait pas trop comment ça marche, mais que tant que tu crois que ça va marcher, c'est bon, ça va marcher. Et moi je me suis dit ok, attends, il faut que je me convainque que ça va marcher aussi. Ouais, non, mais pareil, le moment où ils partent de Londres, là, avec la pote de sa mère, là, tout le passage, là, dans le semi-void et tout, j'étais, qu'est-ce qui se passe? C'était un peu trop ésotérique pour moi. Et où elle t'explique que comme ils prennent des drogues, du coup, c'est bon, mais le sol, il est mou, mais sauf que, en fait, là, j'ai pris la soupe qui fait que je suis triste ou je sais plus quoi. Et t'es là, attends, quoi? Parce qu'il faut être dans le bon état d'esprit, mais en même temps que bidule, que truc. Il y a des moments où il faut un peu s'accrocher, j'ai trouvé quand même. Pif Pif sur le chat dit pareil. Il dit que pour lui, autant dans le premier tome, la difficulté c'était de se représenter dans l'espace, les salles et l'école, autant dans le troisième, ça allait vite sur les motivations des uns et des autres. Alors que c'était plus expliqué dans les deux autres. En fait, les motivations d'Ophélia sont expliquées très très tard finalement. Sa vraie motivation, parce que bon, on comprend qu'elle a créé son fils en tant que gueule béante, machin, mais pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? C'est expliqué. Moi, j'ai compris ça
vraiment très tard, quand Galadriel parle avec le petit vieux de Shanghai, en fait. Mm. Shanghai Ouais. Est-ce que Oui, c'était Shanghai C'était pas Shanghai, Ouais, c'était c'était Shanghai. Si, oui, Si, c'est le si, petit c'était vieux de Shanghai, qui lui aussi avait été aspiré par une gueule béante, en fait, voilà. Mm. Donc, en fait, moi, c'est qu'à partir de ce moment-là où j'ai finalement... Enfin, où en fait, tout ce qu'on comprend, c'est que Ophélia cherche juste, finalement, à réduire le nombre d'enclaves, quoi, tout simplement, parce qu'il y a trop de sorciers, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que mes neurones étaient bien allumés? J'en sais rien, mais c'était... Non, mais si, ouais, pour moi, c'est pareil. Et surtout avoir un peu l'arme nucléaire pour contraindre les enclaves qui restent à faire ce qu'elle veut. C'est parce que... à s'entendre, en fait, tout simplement. Exactement, mais à ce du que coup... les autres enclaves s'entendent, en fait. Alors, sa façon de faire est vraiment nulle. Enfin, au-delà de la nullité, enfin, moralement, c'est naze, quoi. Pour le fond, sur son principe il faut qu'il y ait moins d'enclaves fondées sur des gueules béantes parce que on a besoin, il faut moins de sorciers. Elle avait peut-être pas tort quand même, quoi. Enfin, c'était un peu tout le principe finalement du pourquoi ils ont construit la Scholomance aussi derrière. Pour ça, il y avait trop de sorciers par rapport au nombre de gueules béantes et ça ne s'équilibrait plus, quoi. Enfin, c'est un peu ce que j'avais compris, moi. Oui, pour moi, c'est Ils ça. ont construit trop Elle a d'enclaves. des Oui, mais pour moi, motivations c'est ça. Voilà. positives et pacifistes presque, mais c'est un peu, oui, comme tu Situation est dis, très c'est l'arme positive. nucléaire pour imposer la paix, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment C'est la ça. dissuasion nucléaire. C'est exactement ça. Voilà, et en fait, on le comprend. Enfin, en tout cas, ce truc de pourquoi est-ce qu'elle a créé Orion, moi je l'ai compris page 380, quoi. Il restait 20 pages. C'était pas. Voilà, Quand les neurones se sont enfin allumés, ils ont dit bon, là, c'est le moment quand même. Il n'y a plus on le va leur temps. expliquer quand même parce que bon, c'était pas. J'ai bien aimé ce petit passage avec le petit vieux de Shanghai aussi, que je trouvais mimes, alors qu'en fait, ce mec-là est un petit peu aussi quand même pas très cool. Hein. Il passe un petit peu plus pour le gentil, alors que finalement, bon, bah, il a créé des enclaves en sachant très bien ce qu'il faisait, lui, pour le coup. Oui, bah, un peu comme. Mais il a créé des tout enclaves le pour monde. pouvoir envoyer les momophes de l'autre côté de la Terre aux Américains, parce que les Américains lui envoyaient les momophes de son côté de la Terre. Enfin, genre, Ouais. c'était juste comme payback et pour montrer que eux-mêmes avaient du pouvoir. Et donc, du coup, il a donné des enclaves à ses potes. Il a créé des enclaves sur toute l'Asie de façon à juste avoir du pouvoir face aux Américains qui servait de l'Asie comme d'une poubelle, quoi. Ouais, c'est pareil. C'est toute cette histoire de géopolitique, c'est hyper intéressant. En fait, je trouve que la géopolitique magique, c'était passionnant, quoi, ce qu'elle faisait autour de ça. Et ça faisait ça, j'ai trouvé que ça faisait C'est très aussi, intéressant et. Vas-y, j'y vais. Et c'est aussi en ça que je trouve que le personnage de Liselle est intéressant aussi, avec son plan sur 50 ans, en fait, pour ce qu'elle veut. Ce qui est pas mal avec Liselle, enfin, j'ai trouvé, c'est qu'en plus, elle ne ment en personne, quoi. Enfin, elle a son plan, certes, de construction, mais en fait, Alfie, elle ne le trompe pas. Enfin, elle lui cache pas ce qu'elle veut faire, quoi. Donc, ça j'ai bien aimé aussi. Elle est ambitieuse, elle a énormément d'ambition, elle a beaucoup de revanche à prendre aussi, même si sur la fin, bon, bah, sa revanche, elle la laisse un peu de côté. Mais sans mentir en fait aux autres. Tout, voilà, ce qu'elle était aussi à la Scholomance finalement en fait. C'était un personnage qui était très clair sur ce qu'elle voulait. S'est donné beaucoup les moyens de le faire. Hein. Elle était de sortie majeure de la promotion quand même aussi. Mais voilà. On t'explique très bien en fait comment fonctionne, je trouve, l'intérieur, enfin une enclave. Ouais, moi j'ai adoré Liselle. Je pense que c'est mon personnage préféré. C'est mon personnage préféré du livre. Je trouve qu'elle est, ouais, bah, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais elle est extrêmement satisfaisante comme personnage. Elle est à la fois, elle est à la fois un peu désagréable et quand même j'aime bien les personnages un peu désagréables. Et en même temps, c'est toujours très
elle est très carrée et c'est toujours genre, quand elle est désagréable, c'est jamais par méchanceté, c'est toujours: «Mais en fait, tu vas arrêter de faire de la merde, donc je vais t'expliquer pourquoi tu es en train de faire de la merde et ensuite tu vas faire ce que moi, je te dis de faire parce qu'en fait, c'est moi qui ai raison». Et en fait, les gens finissent par faire ce Et qu'elle elle a leur dit de faire raison. parce que c'est elle qui a raison. Et ouais, je l'ai vraiment trouvée, super et malgré tout super sympathique parce qu'on a beau te la présenter comme, au Oui. début, on essaie de te la présenter Mmh. comme une arriviste et comme une meuf qui veut, monter effectivement, qui veut, son pouvoir et cetera et en fait, il y a absolument aucun moment où elle hésite du tout à aider Galadriel et à en fait, Mmh. agir pour le bien commun. Alors probablement qu'elle, elle nous expliquerait qu'en fait, sauver la Terre, ça la sauve elle, donc il y a pas de raison qu'elle le fasse pas, et que c'est elle la mieux placée pour sauver la Terre, donc pour se sauver elle, donc elle va le faire, parce que sinon les gens vont faire n'importe quoi et que du coup ça va être l'enfer et que ça va lui retomber dessus. Mais du coup, à chaque fois elle y va, elle dit: «Non mais là tu te calmes, je viens, tu de me prendre la tête» et ouais, je l'ai trouvé vraiment trop cool. Non, mais elle a un côté un peu Hermione Granger, mais en mieux. Ouais, en presque en plus assumé en fait et Oui. en moins bisounours C'est quoi. ça, exactement. C'est Hermione Granger qui va pas tomber amoureuse de Ron, quoi. Mmh. Bah oui, il sert à rien Ron. Pourquoi elle tomberait amoureuse de Ron? Franchement. Exactement. Un peu de logique, que Elle, diable. elle préfère Alfie parce que Alfie a de l'ambition. Ouais, j'ai beaucoup Non, et aimé puis que Alfie surtout, aussi. elle peut se servir de Elfie pour arriver à ses fins, quoi. C'est ça. Mmh. Mais il n'y a pas de bullshit. C'est bon, c'est dit. Ils sont. Ouais, moi, j'aime beaucoup aussi Liesel. Je la trouve claire, carrée. Elle ment à personne et elle est drôle, quoi. Et Mmh. c'est vrai que c'est rafraîchissant parce qu'en plus, on n'a pas beaucoup de personnages comme ça, de personnages féminins qui sont. Voilà, qui disent ce qu'ils veulent et qui font ce qu'ils veulent et qui sont en même temps positifs. Mmh. Euh, Oui. Ça pourrait de suite lui retomber sur la gueule en mode ah là là, quelle grognasse. Mais non, c'est un personnage ultra positif tout en étant un personnage qui annonce la couleur et qui est ambitieux Ouais. et qui est très intelligent et qui en plus est un peu bitchy sur les bords. Mmh. Euh, Et qui est mais respecté elle pour est ça super en cool. plus, qui est c'est Mm. complètement valorisé en fait. C'est ouais, typiquement le genre de personnage vraiment bien. Mais même, cela dit, même en personnage masculin, j'en ai pas trop qui me viennent en tête, tu vois, des comme ça, qui ont ouais, ce caractère et cette efficacité. Enfin, c'est vraiment assez rare, je trouve, comme personnage. Mm. Moi, j'ai été un peu triste qu'on voit pas plus Chloé. Voilà, c'était un peu parce Oui, que j'aimais bien Chloé. Mm. j'aimais bien Chloé aussi. Je la trouve. Voilà, et bon, bah, il y avait beaucoup de personnages et c'est vrai que ça aurait pas été super crédible qu'elle se trimballe tout le temps avec ses 6 copines en même temps. Enfin, non, 1, 2, 3, 4, enfin 4 ou 5, enfin voilà. C'était trop presque en fait à chaque fois. Il fallait qu'à chaque fois ça fasse un peu un turnover quoi, si on veut. Mais du coup c'était un peu dommage parce que j'aimais bien Chloé, que je trouvais avait eu une très bonne évolution dans le tome 2, enfin de ce qu'elle était dans le tome 1, l'évolution qu'elle a eu dans le tome 2 était excellente. Enfin, je trouvais très logique aussi quand même. Elle était pas non plus, elle devenait pas d'un seul coup super gentille, machin. Enfin non, elle restait quand même un peu bitchy, un peu machin. Enfin, c'était une enclavée, quoi, ça se sentait. Et du coup, bah, j'aimais bien Chloé et bah, j'étais un peu triste qu'on la voit pas plus que ça parce que je l'aimais bien. Ouais. Je suis d'accord, j'aimais beaucoup Chloé Voilà. aussi, mais effectivement, je pense que son time to shine, c'était le tome 2 où elle a vraiment pris sa place. Et là, dans ce tome, elle avait plus sa place et c'est, j'ai envie de dire, c'est presque un point positif en quelque sorte que l'autrice ait su ne pas imposer des personnages qui n'avaient pas de raison d'être là, que ce soit scénaristiquement ou de façon cohérente, et d'accepter de dire ok, bah, en fait, mes personnages stylés que j'ai fait, bah là, non, il n'y a pas de raison en fait qui se baladent tous ensemble, comme tu dis, donc
c'est j'ai envie de dire, c'est un Oui. peu une preuve de maturité, tu sais, de dire ok, bah elle, je la laisse de côté. En fait, là, elle est dans son enclave, quoi. Mmh. Oui, mais c'était un peu triste quand même. Je comprends. Euh, Ah ouais, je voulais juste revenir. Du coup, j'y repense parce que je j'ai pas dit tout à l'heure, mais ce que tu disais sur Nympha, sur la géopolitique, moi, avec les mammouths là, les momoths qui sont, je les appelle des mammouths tout le temps, les momoths qui sont envoyés aux États-Unis. J'ai trouvé que ça aussi, ça m'a vachement donné une vibe prolifération nucléaire, en fait. Le côté, Mm. les Américains, ils créent plein d'enclaves, ils nous envoient les gueules béantes, donc nous, on va en faire plein aussi pour leur envoyer, et un peu cette escalade qui m'a beaucoup fait penser à ça, et où tu te dis, bah, ça serait pas absurde qu'ils fassent ensuite un traité de non-prolifération. Enfin, il y a des énormes parallèles, je pense, entre les gueules béantes et l'arme atomique. De toute façon, c'est ce qu'on disait déjà sur Orion, dissuasion nucléaire. Donc, mais c'était intéressant. Ça ouvrait vachement le scope, ce tome 3, par rapport aux deux premiers tomes, quand même, où tu étais plus dans l'école, quoi. Voilà, je sais pas si vous avez des scènes préférées dont on n'aurait pas forcément déjà parlé. Ouais, moi j'ai une scène préférée. Il y Ah, a un moment, il y a les souris qui font une vidéo. Mais les gars, mais j'étais folle. La vidéo des souris, mais j'étais. Après, je vous ai réécouté, donc big up Willa qui est fan des souris. Moi aussi, j'adorais les souris depuis le tome 2. Et genre là, il y a la vidéo des souris, quoi. C'est tellement bien. c'est vrai. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, scène préférée de Nympha, la vidéo des souris. Yoda. Je pense qu'on a à peu près déjà parlé de tout. Moi, c'était les grandes scènes où en fait tu comprends les trucs. Genre Ophélia, Maléficienne, moi j'ai fait ah. Voilà, ok. Et l'espèce de petite explication à la fin avec le petit vieux de Shanghai que moi j'ai trouvé très cool. Euh, Parce que bah, ça finissait par t'expliquer à peu près tout. Hmm. Et la fin, j'ai beaucoup aimé la fin. Il y a aussi les passages avec l'arrière-grand-mère que j'ai trouvé cool. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé. C'était pas. Oui, en fait, je crois la toute première fois où elle va parler avec son arrière-grand-mère. Voilà, c'est peut-être un passage que j'ai bien aimé parce que malgré tout, jusque-là, bah, l'arrière-grand-mère, c'était quand même toujours un personnage que bah, j'aimais pas. Enfin, même si on l'avait jamais vu, en vraiment, c'était pas un personnage que j'appréciais forcément. Et finalement, t'as tout ce passage, enfin tout ce moment un petit peu où elle t'explique son don de vision, comment il marche et tout ça, et où tu fais waouh, la pauvre en fait quoi. Enfin la pauvre, enfin, elle a vécu avec ça toute sa vie, c'était pas facile. Alors bon, j'ai dit, elle a quand même pourri la vie de son arrière-petite fille derrière, mais en essayant de faire du mieux possible. Elle a envoyé son petit-fils mourir en fait aussi pour sauver son arrière-petite-fille, machin. Voilà, c'était compliqué aussi. Et la façon dont elle explique que son don finalement à elle, ok, c'est de voir l'avenir, mais c'est aussi finalement de savoir quoi dire à qui, à quel moment. Et ouais, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et ça m'a fait revoir tout le personnage que du coup après, je fais, bon, ok. Allez, je vais peut-être pas la détester totalement, du coup. Et cette façon, les prophéties, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Mais là, c'était plus quelque chose où elle agissait vraiment finalement. Et ça m'a fait beaucoup apprécier cette prophétie-là, en tout cas. Et sa façon, cette façon d'être voyante, en fait, était très intéressante. Ouais, je suis d'accord. C'était vrai. Ouais, j'avais noté cette scène aussi. C'était ultra intéressant, toute cette compréhension, tout ce dialogue, et effectivement, en fait, cette façon d'utiliser les prophéties et le personnage de voyante, c'est typiquement enfin moi, c'est typiquement ce que j'ai envie de lire quand je lis de la fantasy et qu'il y a une voyante. J'ai envie, c'est ça, là, les voyantes que je veux lire, c'est ça, c'est des personnages qui doivent faire des choix horribles, qui essayent
de prendre la décision la moins pire, en fait, en l'occurrence, qui font des sacrifices, etc. Enfin, ça en fait un personnage ultra intéressant et ultra intéressant. Ouais. 2 fois de suite la même chose. Au-delà des souris, c'était aussi celle-là ma scène préférée. C'est la scène de où tu comprends la voyance. Franchement, je trouve que ouais, ça marche trop bien. C'est pas vraiment la Cassandre parce qu'on l'écoute. Et justement, on l'écoute tellement qu'il faut qu'elle choisisse ses mots et elle en souffre aussi. En fait, tu vois à quel point elle a souffert parce que elle sait aussi les conséquences que ça a pour Galadriel. Elle le fait en toute connaissance de cause. Mais parce qu'elle a vu tous les autres chemins et qu'elle choisit de faire souffrir Galadriel parce que c'est le moindre mal. Et c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, elle prend la Et responsabilité. sans en jamais fait. mentir aux gens en même temps. Ouais. Et, moi, alors en scène moins sérieuse, du coup, j'avais noté aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où t'as tous les graduates, là, tous les gens de la classe de elle qui viennent l'aider dans les jardins quand elle vient pour. Enfin, moi, globalement, et il y en a un peu dans chaque tome des scènes comme ça, mais c'est toujours les scènes qui marchent vachement sur moi. C'est les scènes où Galadriel, qui a quand même toujours ce côté très solitaire et très personne ne m'aime, a plein de gens qui viennent l'aider, en fait, qui viennent la soutenir, qui lui disent on croit en toi, on va faire avec toi. Et je trouve qu'à chaque fois, ça me fait un petit rush d'émotion très satisfaisant et très touchant de, en fait, ouais, les gens se regroupent pour faire les choses ensemble et je trouve qu'à chaque fois, c'est très bien fait. Ça marche très bien sur moi, en tout cas, ce genre de scène, donc j'ai bien aimé. C'était sympa et je trouvais qu'en plus de tout ça, en fait, ça montrait la suite de ce tome 2, en fait. Le fait que c'est pas parce qu'ils sont en dehors de l'école maintenant et qu'ils sont tous retournés chacun dans leurs enclaves que finalement ils ont oublié ce qui s'était passé à l'école pendant ce temps-là. Et finalement, le fait qu'ils se soient alliés pour sortir de l'école a un impact après, vraiment. Ils ont fait quelque chose ensemble et ils s'en sont sortis ensemble, comme on le dit. On l'a souvent dit, je pense, sur le coup, que finalement, oui, tout le monde s'en est sorti et du coup, ça a cet impact derrière par la suite que, comme ça a marché, ben, peut-être que leur futur pourra marcher, en fait. C'est un peu leur espoir à eux et c'est pas mal d'aller vers cette conclusion-là. Ouais. Ouais, ah si, et puis quand même, en tant que midinette, moi j'ai bien aimé les scènes de Elle et Orion quand même. Ah oui. Genre, les scènes de fin, c'était quand même trop mimi. Genre, mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais quand même, je l'aime bien. C'est assez satisfaisant comme fin au final parce qu'en fait Ça marche si bien. on a une fin, on a un happy ending en fait, mine de rien. Alors c'est pas tout n'est pas résolu. Il reste un peu ce problème de comment on va faire pour détruire toutes les gueules béantes sans détruire toutes les enclaves et condamner tout le monde à la mort. Et ils ont un peu un plan, mais on sait pas trop comment ça va marcher. Mais malgré tout, on aurait pu s'attendre à une fin moins positive quand même. C'était pas gagné d'avance. Galadriel qui va chasser du gueule béante pendant que Orion va faire le chevalier dans l'école pour protéger tous les enfants. Alors on sait pas combien de temps ça va pouvoir durer leur plan parce qu'il y a un moment où au moins Orion va, je sais pas, j'imagine mourir de vieillesse. Donc ça laisse un peu de temps, mais à part si après il y a d'autres. Parce que tu te dis, du coup je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui les aurait empêchés d'avoir une team de sorciers à plein temps en fait dans le hall de graduation là, dans le hall de sortie pour effectivement tuer les mâles au fur et à mesure et que les enfants puissent sortir. Parce que là, ce qui est dur, c'est qu'il y a 1 an de trucs accumulés à chaque fois. Bon, et qu'en fait, il y avait plus que 1 an d'accumulés, il y avait des centaines d'années d'accumulés, dont patience et fortitude. Donc en fait, ça marchait pas trop. Tu pouvais pas envoyer des gens, ils se seraient fait manger par les
par les Maomos. Mais ok, j'ai répondu à ma question. Voilà, C'est quoi merci. ta question? Moi, je me disais, parce que J'ai là, pas en gros, le compris. plan, c'est Orion, il va rester là, et du coup, il va tuer les trucs au fur et à mesure, et du coup, les enfants, ils vont pouvoir sortir. Et je me disais, mais en fait, ok, Orion, il est super fort, mais tu mets 10 sorciers adultes, ils peuvent tuer les trucs au fur et à mesure qu'ils arrivent, et pas les laisser s'accumuler. Mais en fait, tant qu'il y avait les deux gueules béantes, ils pouvaient pas faire ça, donc ça marchait pas. Voilà, donc je me suis répondu à moi-même. Oui. Mais par contre, peut-être que pour remplacer Orion, genre si Orion veut se prendre des vacances, ils pourront prendre une team de sorciers pour le remplacer le temps que. Et puis en plus, Orion, il fait aussi la maintenance des systèmes automatiques de l'école qui nettoient nettoient les malais aussi. Donc tant qu'ils arrivent à avoir une maintenance régulière, normalement, ça peut tenir. Il n'y a pas de Momof qui arrive, et comme elle est là pour elle, et a priori elle va finir par je me dis qu'elle va bien en tuer une grosse majorité, tu vois. Donc, Mais après, la question, c'est ce que... à moyen terme, tu te dis que ça, en tout cas, ça peut marcher. Si tout le monde n'en recrée pas trop vite, ça peut être pas mal. Non, c'est Voilà. assez plein d'espoir et de positivisme cette fin, j'ai trouvé. J'étais assez satisfait, je sais pas vous, mais je trouvais que c'était assez satisfaisant. Oui, puis sans faire de l'angélisme non plus, parce qu'ils disent oui, ben voilà, mais elle va tuer les Momof, etc. Mais c'est aussi en jouant sur la terreur des enclaves et qu'elle va les forcer à accepter sa solution. C'est pas eux qui vont accepter d'eux-mêmes, c'est parce que du coup ils auront une épée de Damoclès au-dessus de leur tête que forcer pour forcer, ils vont devoir accepter des Golden Enclaves et pas et ne plus compter sur leur Momof puisqu'ils vont avoir des enclaves détruites sinon. Donc c'est pas angélique non plus, c'est pas nier, ça tient compte quand même des enjeux qui ont été développés. Elle va jouer sur leur peur, en fait, finalement, et sur la prophétie, sur le fait qu'elle est capable de détruire les enclaves. Parce que sinon, ils pourraient tous faire comme Tokyo fait finalement, recréer leur enclave sur une bonne base en fournissant eux-mêmes le mana, mais ils veulent pas le faire, en fait, tout simplement, quoi. Mais comme elle va être là à traîner dans le coin en disant je risque de tuer votre gueule béante à vous, voilà, ça peut... C'est une fin qui marche bien. C'est assez cynique quand même finalement que les sorciers aient cette solution finalement, qui pourraient recréer leur enclave et qu'ils ne le fassent pas parce qu'ils veulent pas donner leur mana tout simplement, quoi. Après, ce qu'elle dit un peu aussi, c'est que là, la plupart, ils ont pas en fait vraiment les stocks de mana potentiellement, et qu'il y a un peu l'espoir que justement la nouvelle génération, ceux de sa classe et les suivants, construisent le mana, enfin accumulent le mana nécessaire et décident de créer des Golden Enclaves directement. Donc c'est un peu, on sait pas. Peut-être que ça va bien se passer. On peut espérer en tout cas, même si les vilains adultes vont vouloir continuer à maintenir leurs privilèges, quoi. Globalement, là, on est arrivé à la fin du livre, en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés ou que vous voulez, dont vous voulez rediscuter? Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce qu'on a oublié des personnages? Est-ce qu'on a oublié des éléments d'intrigue? Est-ce qu'on a assez parlé de Alfie? Moi, j'ai bien aimé qu'Orion soit... Ouais, je veux dire, pour un personnage qui était assez principal finalement, Orion, au début, je trouve qu'il a été beaucoup... Enfin, un peu malgré lui, en fait, il était assez de côté dans ce tome 3 où finalement les choses se passent sans que
sans qu'il ait grand-chose à faire finalement. Enfin, pas grand-chose à faire, mais ça, c'est quand même lui le danger et tout tourne autour de lui. Et finalement, les gens agissent beaucoup sans lui demander finalement ce qu'ils veulent. Enfin, tout sa mère, quoi. C'était pas. Et, et du coup, il m'a fait encore plus de peine, je crois, que dans les autres bouquins où déjà Orion, pour moi, il était vraiment voilà. En fait, ce pauvre gars qui déjà avait pas une vie rigolote. Hein. Enfin, déjà, on avait déjà dit dans le premier tome que, ok, il avait quand même ses privilèges, mais c'était pas top. Dans le tome 2, où on se rendait compte que il était en train de virer en un petit peu drogué en manque, quoi. Voilà, si on veut, quoi. Et là, en fait, tu te rends compte que en fait, sa vie entière est pourrie. Mais vraiment, mais pas plus que sa vie, mais il a été créé pour détruire, pour avaler. Enfin, c'est presque un plot de l'intrigue, en fait, le bonhomme, quoi. Et il est là, il existe. Il a été créé pour ça. Et c'est vraiment affreux. Et c'est ce que tu comprends encore plus, en fait, je trouve, à quel point il a pu être attaché à elle, qui, malgré le fait qu'elle lui parlait comme au dernier des idiots, finalement, le voyait comme un individu. Encore plus, je trouve que ce tome-là, à la fin, tu te dis, enfin, tu comprends encore mieux, en fait, je trouve, le pourquoi il a pu être attaché à elle. Ok, les autres le voyaient que comme un instrument, que comme quelqu'un de super fort qui les protégeait, que comme quelqu'un qui lui fournissait du mana, des choses comme ça. Euh, Là, c'était carrément plus, en fait, Galadriel le voyait comme un être humain, en fait, quelqu'un qui existait tout simplement. Et, mais malgré tout, en fait, sans qu'il soit finalement au centre de, enfin, il est au centre de l'intrigue, mais il est presque là, il existe en fait, et puis tout tourne autour de lui. Vraiment, ce pauvre petit bonhomme, jusqu'au bout, en fait, ça a été affreux. Enfin, Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène où elle rencontre son père. Et à ce moment-là, en plus, elle pense encore qu'il est mort. Et son père aussi pense qu'il est mort. Et où, au début, le mec est juste en mode, c'est une meuf qui faisait genre, elle était la petite amie de Orion pour avoir une place dans l'enclave et point barre, parce que Orion, personne se serait attaché à lui. Et quand il réalise que Sisi, en fait, elle avait vraiment un lien avec Orion et qu'il lui demande de lui raconter son Orion, je trouvais que c'était hyper touchant en fait. Et c'est peut-être le seul personnage en dehors de elle qui avait un lien de personne à personne à Orion. Et j'ai trouvé que c'était une jolie scène aussi ce moment-là. Ce petit papa un peu pitoyable aussi, le mec qui est globalement le paillasson de sa femme, mais et qui a vraiment un vrai attachement pour Orion et qui veut qu'il soit heureux et qui en fait qui a les étoiles dans les yeux de juste savoir que Orion a eu une vraie relation dans sa vie avec quelqu'un. Je trouve ça très mignon. Ouais, c'était assez mignon. Mm. Je l'ai pas vu comme le paillasson de sa femme, par contre, le père d'Orion. Pour moi, il est assez. Moi, j'ai eu l'impression qu'il était complètement conscient de ce qu'elle faisait et assez d'accord, en fait. Je l'ai vu plutôt comme son allié, en fait. Comme quelqu'un qui. Ouais, qui a dit, bah, ok, en fait, c'est ça ton plan, tu penses qu'il faut faire ça, bah, go. Et puis voilà, parce que par exemple, il est pas, il sait que c'est une maléficeur, enfin, à aucun moment il a l'air surpris par ce qu'elle fait et par ce qu'elle a fait. Moi, je l'ai plus vu comme, ouais, comme un allié consentant au, qui l'aidait en fait, alors qu'il n'était pas à la même envergure qu'elle, hein, mais qui du coup qui l'aidait dans l'accomplissement de ses desseins. Ouais, je sais pas, moi j'avais l'impression que c'était globalement il l'aidait parce que de toute façon on lui demandait pas vraiment son avis quoi. Il était là, bon bah il l'aidait, mais il était, enfin qu'il soit là ou qu'il soit pas là, de toute façon elle aurait fait tout pareil. En fait, j'ai un peu l'impression que il
il n'était pas contre, hein, il était plutôt consentant et effectivement il était au courant du plan et compagnie. C'est pas genre la marionnette de sa femme, mais globalement elle s'en fout un peu royalement de son avis et de ce qu'il fait ou fait pas, quoi. J'ai pas trop su, moi, le père. Oui, bah après on les voit pas beaucoup, On donc voit je pense que de pas. toute façon on n'a pas forcément plus d'infos que ça sur leur relation. Ouais. C'est juste là pour le coup, c'est juste le ressenti, ouais. Ah, c'était peut-être aussi le fait que parce que je pense que c'était aussi le fait que lui avait déjà une certaine place dans l'enclave aussi qui devait aider Ophélia, peut-être. Je sais pas. Ouais, moi en fait, je l'ai vu un peu comme le même genre de relation que Alfie et Liesel en fait. Une relation assez pratique en fait. Ok, on se met d'accord, toi tu veux faire ça, moi je peux t'aider comme ça, et puis, euh, et puis voilà quoi. Enfin, ouais, j'ai vu moi je l'ai imaginé, en tout cas, ouais, moi je l'ai imaginé plus dans cet axe-là. Mais effectivement, je pense on les voit à peu près une fois ensemble. Donc, Oui. Ouais. En fait, ce qui était un petit peu c'est pas mignon, c'est aussi finalement à ce moment-là où, où, où elle détestait vraiment elle les parents d'Orion, mais où en fait elle se met à trouver un peu. En fait, finalement, elle ne peut plus les détester à un moment donné. Alors, pas vraiment la mère, mais surtout sur son père, en fait. J'ai bien aimé tous ces petits moments où Galadriel, qui est en fait très très en colère, là, je trouve qu'elle battait des records de personnages en colère quand même. C'était pas. Euh, mais où en fait, elle se rend compte que finalement, pour chacun des personnages contre qui elle est en colère, finalement, eh ben, peut-être qu'ils avaient pas tort, ou peut-être que dans leur situation, elle aurait fait pareil, et où finalement elle se retrouve à plus pouvoir être en colère contre eux, et j'ai l'impression que ça la met encore plus en colère en fait, de plus avoir de raison de pouvoir être en colère contre les gens, parce qu'elle fonctionne beaucoup, pour le coup elle fonctionne beaucoup à la colère quand même sur ce tome-là, ce qu'elle avait pas autant, je trouvais, dans les autres tomes où c'était un personnage très cynique, qui était quand même un peu énervé contre tout le monde, mais qui était quand même beaucoup moins que là où elle a quand même un bon level de colère en elle, je trouve. Ouais, mais après, elle a des raisons aussi, hein. Ah mais bien sûr, c'était pas. Elle a tout à fait raison. Ouais. et à propos de parents, on n'en a pas parlé, mais on voit la mère de Galadriel, Mm. enfin. Et moi, j'ai trouvé que presque. Enfin, moi, j'aurais bien aimé la voir un peu plus. Je trouve que c'est un personnage assez mignon et assez intéressant, et en même temps assez effacé. Enfin, après, je pense que ça va bien avec sa personnalité qui est très dans le laisser les autres, il faut que les autres s'accomplissent. Mais du coup, ouais, j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus, je pense. Bon, non. Moi, non. Je pense que c'est un personnage qui pourrait m'énerver très très vite, en fait. C'était pas. Pour le coup. Même si je comprends tout à fait tout ce qu'elle, toutes ses raisons, tout son cheminement de pensée, elle est très, très logique et elle a très certainement raison de faire ce qu'elle fait, hein. Mais au bout d'un moment, les personnages trop zen, trop machin, là, voilà quoi. Mm. Ouais, moi je suis aussi un peu Team Yoda sur le coup. Je pense qu'elle pourrait très très vite me taper sur le système. Mm. Mais je trouve que le personnage est intéressant aussi. Enfin, pareil, c'est aussi une femme qui est ultra traumatisée et qui a fait des choix hyper durs pour sa fille. Parce que elle a des valeurs auxquelles elle s'accroche complètement, quoi. C'est intéressant aussi. Oui, ah oui, elle a des convictions complètement bah, très, très fortes, quoi. Mm.
J'ai beaucoup aimé le moment où elle rencontre aussi l'arrière-grand-mère, du coup. Quand elle va dans l'enclave de l'arrière-grand-mère à la toute fin, où pareil, tu vois au travers des yeux de Galadriel à quel point sa mère est marquée par la rencontre. Et je trouvais que c'était intéressant. Ok. Autre chose, un autre oubli, un autre sujet. On a fait le tour. Oui, c'est pas mal. On a fait le tour, ouais. Très bien. Je suis contente d'avoir terminé une saga. Mais oui. Moi, je suis content aussi, et en même temps, je suis toujours un peu triste quand je finis une bonne en saga. plus, voilà. Ouais. Mais moi, ça me rend toujours un peu Non, triste. parce Je que me dis, j'aimerais bien. J'ai toujours envie d'en lire plus. J'ai envie d'avoir la suite. Il y a plus de pas. suite. Mais... Moi, j'aime bien. En plus, elle a cette fin un petit peu ouverte en fait, et que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, moi, de laisser filer un peu les personnages et vivre leur vie à la fin des. Ouais, puis là vraiment, t'as toutes les réponses. Donc c'est ouvert tout en étant pas frustrant, quoi. Pour moi, c'est le dosage parfait de la fin. Et pareil, j'étais contente. Je trouve que quand une saga se termine aussi bien que celle-ci se termine, c'est cool, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, et il y en a pas beaucoup au final. C'est hyper dur de terminer. Ouais, c'est rare d'avoir une fin aussi satisfaisante. C'est dur de terminer. Ouais, c'est très très satisfaisant parce qu'on a vraiment les réponses à toutes les questions qu'on se posait, et en même temps les personnages vont continuer à vivre leur vie tranquille, et ça, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Bah du coup, j'allais dire on vous recommande fortement cette série, mais vraiment si nous avez écouté jusque-là, j'espère que vous avez déjà lu, parce que sinon c'est quand même dommage. Alors, on vous a tout spoilé. Ou alors on vous a tout spoilé. Après, c'est quand même probablement agréable à lire, mais en tout cas, si vous nous avez écouté jusque-là, j'espère que vous avez aussi aimé cette série. N'hésitez pas à venir en parler avec nous, soit en commentaire, soit sur le forum de la garde de nuit. Et puis voilà, continuez à nous suivre, et on vous donne rendez-vous en septembre avec les récits de Demi-Loup et avec Nous serons l'incendie. Et puis ensuite, en octobre, on sait pas encore avec quoi, mais sûrement des livres très bien, j'espère. Et voilà, merci de nous avoir suivis, merci Nympha et Yoda d'avoir discuté de ces livres beaucoup. avec nous. Merci Naomi Novik d'avoir écrit cette trilogie quand même très très bien. Et puis à bientôt. Des bisous. À bientôt.